Bien, moi j'ai fait connaissance avec Bolaño au Brésil, où j'ai vécu et enseigné pendant 14 ans. Par rapport au feu d'artifice d'Antonio, je crains que mon exposé ou présentation soit un tout petit peu plus pesante. On ne se débarrasse pas facilement d'habitudes anciennes et universitaires, mais vous m'arrêterez si ça devient vraiment lourdingue. Antonio, spécialiste de Bolaño comme il y en a peu. Robert, remarquable traducteur de ses œuvres. Il me reste le rôle d'un lecteur semblable et frère des autres. Un Candide peut-être pas si innocent que ça. Et donc je vais essayer une petite approche un peu plus transversale, en partant de la phrase qui avait été déjà citée par Antonio, c'est-à-dire je suis né en 1953, l'année où sont morts Staline et Dylan Thomas. Les thèmes coulaient presque de source. D'une part, Bolaño, la révolution, le mal, la politique, la violence, qu'elle soit liée ou non à la politique. Et quant au mal, qu'on l'écrive avec un M majuscule ou avec un M minuscule. Je vais essayer de m'expliquer un tout petit peu là-dessus après. Et le deuxième thème, Bolaño et la littérature, la sienne, celle des autres, la mort et la postérité, le salut ou le rachat ou leur impossibilité en dehors de toute transcendance révélée ou contexte religieux. Peu avant de commencer, j'avais relu un livre d'Alberto Mangel et il y avait un paragraphe où Mangel parle du motif sur le tapis. Donc il nous rappelait à notre bon souvenir la formule inventée par Henry James pour désigner le thème qui parcourt toute une œuvre, sa signature secrète. Eh bien, je pense que ces deux thèmes sont exactement la signature secrète des œuvres de Bolaño. La problématique du mal, en premier lieu, donc dans ses prémices, ses développements et ses conséquences, qui allait pour Bolaño historiquement et littérairement du milieu du XIXe siècle, le Moby Dick de Melville, 1851, jusqu'à 2666, et je cite Bolaño, qui, en parlant de Moby Dick, il est la clé de ces territoires que par conviction ou par commodité nous appellerons les territoires du mal, là où l'homme se débat avec lui-même et avec l'inconnu, et généralement finit vaincu. Et 2666, donc l'époque contemporaine débordant sur le futur, qu'elle annonce et prépare, Santa Teresa, Ciudad Juárez en réalité, donc épicentre, trou noir, endroit où se cache le secret du monde. Lorsque j'ai pris en main 2666, j'ai eu ce mouvement de recul que probablement beaucoup d'entre nous ont eu, d'une part par rapport à l'ampleur de la tâche et l'aspect monumental du livre. On entre quand même assez rapidement dans la matière. On est aspiré en fait. 2666, moi je l'ai perçu comme un trou noir, comme un puits sans fond qui ne se laisse pas contempler, et qui n'existe que par son côté invisible. Là où tout se confronte, s'éclate, s'isole et se rejoint avant de repartir en boucle. C'est la transformation d'un fait divers en symptôme et avertissement politique. C'est pas une transposition, mais un vrai récit apocalyptique qui parcourt les deux versants de la violence. Là, je reprends les termes d'un jeune critique argentin, la totalitaire et la suicidaire. C'est une enquête qui n'est ni politique ni apolitique, mais il faut lui appliquer un terme qui a été inventé un tout petit peu pour elle, qui est impolitique. C'est un philosophe italien dont le nom importe peu qui l'a inventé. Donc l'impolitique serait une contre-théorie de la politique et une contre-histoire de la modernité au sens d'un questionnement radical de son développement et de son issue. Qu'est-ce que serait la violence totalitaire, entre guillemets, donc
dans la conception de Bejarano. Eh bien, c'est la violence des deux grands totalitarismes du XXe siècle, la stalinienne, telle que vécue par deux écrivains, Boris Ansky et Ephraim Ivanov, et le troisième, donc, Hans Reiter, qui est devenu par la suite Benno von Archimboldi. L'un des deux a subi les deux violences, c'est Ansky, qui a été victime des purges staliniennes et tué par les nazis, Ivanov qui a été victime des purges staliniennes, et Reiter qui a parcouru en tant que soldat toute cette horreur jusqu'à découvrir le livre d'Ansky dans l'Isba. Enfin, on ne va pas entrer dans les... J'appelle ça la violence avec un petit m parce que c'est son versant politique, idéologique, entre guillemets rationnel, du mal, celui qui peut être combattu, celui contre lequel on peut éventuellement lutter. Donc ce que Badiou appelait le siècle de la bête, notre foutu XXe siècle, est le siècle où effectivement tout ça pouvait quand même être vu comme une chose que l'on peut combattre. Et il y a le deuxième terme de Bejarano, la violence suicidaire, c'est-à-dire une violence apolitique, aveugle, autodestructrice et qui échappe à toute rationalité. C'est une pure négativité qui se retourne contre tout, un mélange instable de rage, de jouissance, et tous les hommes étant capables de cette brusque, disproportionnée et extrême violence, le meurtre vu comme sacrifice, dans le sens de Girard, le bouc émissaire, n'est pas possible, est inconcevable chez Bolaño, puisque le meurtre étant devenu la norme, il perd toute valeur ou fonction rédemptrice. Et je laisse la parole, parce que c'est ça le point fondamental de cette histoire des grands thèmes et petits thèmes, à Abel Romero, l'ancien policier ayant fui le Chili en 1973 est devenu détective, qui pose clairement le problème dans les détectives sauvages. Le fond de la question est de savoir si le mal a une cause ou s'il est fortuit. S'il a une cause, nous pouvons lutter contre lui. Il est difficile de le battre, mais une possibilité existe. Si le mal est fortuit, au contraire, nous sommes foutus. Donc, la violence suicidaire, celle que j'écris avec un M majuscule, est celle qui a hanté toute sa vie Bolaño, et voilà comment il parle de Ciudad Juárez dans sa dernière interview, celle avec Monica Maristein en juillet 2003. C'est une interview où il était tellement malade qu'il a répondu aux questions par écrit. Il parle donc et qui a été publié dans Playboy. Je m'excuse, mais c'est bien là où elle a été publiée. Donc il dit à propos de Ciudad Juárez, ce mal qui est notre malédiction et notre miroir, le miroir trouble de nos frustrations et de notre infâme interprétation de la liberté et de nos désirs. Au contraire d'un Céline, par exemple, Bolaño n'a jamais cherché des responsables ou désigné des coupables, puisqu'il n'y aura jamais de révélation pour nous punir ou nous sauver du mystère du mal. Dans Étoile distante, il y a un personnage qui s'appelle Bibiano qui dit « On ne tue personne parce qu'il écrit mal ». La fiction en elle-même n'est ni juste ni injuste, elle n'a rien à voir avec la morale et le politiquement correct. Mais cela ne veut pas dire du tout pour moi qu'on puisse ou doive tout pardonner à quelqu'un parce qu'il écrit ou peint ou filme bien. Donc, si toute œuvre n'était par définition mesurée et pesée qu'à l'aune de considérations purement esthétiques, alors l'Adrian Leverkuhn du docteur Faustus de Mann ou Carlos Wieder d'Étoile distante se trouverait absous. Et je ne crois pas du tout que ça soit là le propos de Bolaño, qui a affirmé plus d'une fois que l'art doit mettre en rapport éthique et esthétique. Éthique et non pas morale, parce que ce n'est pas du tout la même chose. 2666 nous pose beaucoup de questions essentielles. Quel serait l'horizon d'une pensée de l'émancipation dans ce terrible contexte? Quelle peut être la figure de la femme construite par les bourreaux incarnant le mal majuscule?
est-ce qu'il y a un rapport entre le langage et le passage à l'acte, des formes de torturer et de tuer? À quel point est-il possible de vivre dans et à côté de l'horreur? Je voyais aussi 2666 comme une tache aveugle qui nous accompagne. Bolaño dit « perdu, l'on voit ». Voir nous perd. Et un peu plus tard, dans un petit roman Lumpen, il dit « je crois maintenant que la proximité n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui a les yeux fermés. On voit lorsque l'autre ne voit pas. » Ce n'est pas un hasard pour moi si c'est au Mexique que se joue et se noue le mystère d'Arquimboldi. Le Mexique de B. Traven, le Mexique d'Ambrose Bierce, d'Arthur Cravan, disparu, probablement suicidé. Arquimboldi, dont d'ailleurs nous ne lisons jamais l'œuvre. Mais son premier éditeur nous dit qu'il pressent qu'il contient quelque chose qu'il ne peut pas ou ne veut pas nommer. Eh bien, qu'est-ce que ça serait cette chose qu'il ne peut pas ou ne veut pas nommer? C'est Bolaño qui nous le dit dans Le secret du mal. Le secret du monde, le secret du mal, c'est qu'il n'existe point de secret. Donc l'écriture viscéraliste, ce reflet voilé du réel, est l'autopsie du réel et non pas sa thérapeutique. Et l'on en arrive au volet directement politique qui me tient particulièrement à cœur. Je suis l'aîné de Bolaño de 8 ans. Et nous avons des parcours politiques, disons-le, chacun dans son pays, relativement proches. Fressan nous rappelle que Roberto est devenu écrivain au moment où l'Amérique latine a cessé de croire aux utopies. Quoi de plus vrai? Castellanos Moya nous dit que Bolaño était un contestataire plutôt qu'un subversif, que c'était quelqu'un qui polémise, s'oppose ou proteste contre quelque chose d'établi, en fait contre tout ce qui est établi, y compris la gauche au pouvoir, la gauche de gouvernement, qu'elle soit autocratique, carrément dictatoriale ou démocrate au sens formel. Quoi de plus exact aussi? Comment nier d'ailleurs les échecs, les lâchetés, les trahisons, les compromissions, les dévoiements des idiots révolutionnaires que Bolaño a pointé du doigt comme peu et pas qu'une fois? Mais en même temps, pas partout, pas par tous, ni toujours, mais trop souvent, on a véhiculé l'idée d'un Bolaño totalement désespéré, déçu par tout ce que l'on vient d'évoquer, qui glisserait vers un scepticisme désabusé, mettant au fur et à mesure des années qui s'écoulent et de l'échec de telle ou telle expérience, une sorte de signe égal, presque stigmatisant de concert les deux camps. Qu'il y ait une petite part de vérité dans ceci aussi, qui pourrait l'écarter d'un revers de la main. Mais ce n'est pas le plus important, ni quantitativement, ni qualitativement, et je laisserai Bolaño nous le dire, je citerai le discours de Caracas entre parenthèses. Et cela me vient à l'esprit parce que dans une grande mesure, tout ce que j'ai écrit est une lettre d'amour ou d'adieu à ma propre génération. À nous qui avons choisi le militantisme et qui avons remis ce que nous avions à la fois peu et beaucoup, notre jeunesse, à une cause que nous croyons la plus généreuse du monde et qui d'une certaine manière l'était, et qu'en réalité, elle n'était pas. Et à Bolaño d'évoquer les chefs corrompus, les leaders lâches, les partis que s'ils avaient remporté la victoire, nous auraient immédiatement envoyés dans un camp de travail forcé. C'est dans le même discours de Caracas. Mais, dans le même discours, Bolaño évoque ces jeunes gens dont il ne reste rien, ceux qui sont morts en Bolivie, morts en Argentine, morts au Pérou, et ceux qui ont survécu sont allés mourir au Chili ou au Mexique, et ceux que l'on n'a pas tués là-bas, on les a tués après au Nicaragua, en Colombie, au Salvador. Toute l'Amérique latine est parsemée des ossements de ces jeunes gens oubliés. Et un peu plus tard, dans Fragment d'un retour au pays natal, donc au Chili, l'on trouve ces lignes un peu plus claires et éloquentes. La gauche a commis des crimes verbaux au Chili, une spécialité de la gauche latino-américaine. Des crimes moraux et probablement a tué des gens.
mais elle n'a pas introduit des rats vivants dans le vagin d'une jeune femme. Elle n'a pas eu le temps de créer son mal. Est-il possible qu'elle l'aurait fait si elle avait eu le temps? Bien sûr, puisque tout est possible. Mais ce qui est certain, c'est que les camps de concentration au Chili ne sont pas l'œuvre de la gauche. Ni les exécutions, ni les tortures, ni les disparus, ni la répression. Tout cela, c'est la droite qui l'a fait. Tout cela est l'œuvre du gouvernement putschiste. Et dans le même interview déjà évoquée avec Monica Maristijn qui lui demande « Qu'est-ce qui vous ennuie ?» Bolaño répond « Le discours vide de la gauche. Le discours vide de la droite, je le considère comme allant de soi. » Je crois que c'est parfaitement clair. Et dans Étoile distante, où ce n'est pas du tout le personnage principal, lorsque Bolaño évoque le parcours de Juan Stein, animateur d'ateliers d'écriture poétique avant le putsch, qu'il soit martyr ou héros mort peut-être paisiblement chez lui au Chili, j'ai compté qu'il y a presque 6 pages où il est palpable l'admiration, le respect et la complicité du narrateur, alors que défilent guérilla et lutte de libération nationale en Afrique, en Amérique centrale et du Sud. Et Bolaño évoque même la légende selon laquelle Juan Stein, personnage de fiction, aurait tué de ses propres mains les imbéciles dogmatiques qui ont tué le poète Dalton Roque au Salvador. Ça, c'est un élément historiquement exact. Donc, Dalton Roque a été tué par des éléments du Front révolutionnaire Farabundo Martí, de libération nationale Farabundo Martí au Salvador. Sans oublier 3 pages désenchantées et magnifiques où Bibiano cherche les traces de Juan Stein. Il ne les trouve pas. Et comme pour des milliers de jeunes gens tombés dans les luttes révolutionnaires, Bibiano n'arrive même pas à trouver sa tombe. Il est incontestable que Bolaño était, plus que beaucoup d'autres, conscient de l'éclipse du messianisme révolutionnaire et de l'effondrement des grands récits. Mais il y a chez lui, par-delà l'impitoyable lucidité qui fut la sienne, une sorte d'indéfinissable regret toujours présent qui m'a rappelé celui de l'athée Beckett qui s'exclamait à propos de Dieu « Il n'existe pas, le salaud ». Comme si la totale absence d'illusion ne le satisfaisait pas pleinement, comme si cette absence d'illusion le troublait même. Si la révolution n'est pas possible, que reste-t-il? Rien, absolument rien pour celui qui ne veut ni abandonner, ni se compromettre ou rentrer dans le rang. Ce rien, je ne le retrouve pas dans la permanence d'essentielles interrogations. Que valent la quête et la connaissance en vue de possibles transformations? Quelle est la vraie nature du mal et la place de la jouissance? Sans oublier l'inlassable questionnement portant, le monde étant ce qu'il est et les hommes ce qu'ils sont, sur les notions de pacte et de pari qui hantent et irriguent d'un bout à l'autre son œuvre. Donc, pour ce qui est du mal, j'ai terminé. Donc, s'il y a des observations, des questions, des compléments, des critiques, nous sommes là pour y répondre. Bon, ce qui nous amène tout de suite à la littérature, de Bolaño et selon Bolaño, ses admirations, ses détestations, ses pouvoirs et ses limites. Comme Antonio l'avait évoqué en 1999, au moment où on lui a attribué le prix Rómulo Gallegos, Bolaño déclarait « Je suis beaucoup plus heureux en lisant qu'en écrivant ». Lecteur, certes, mais lecteur méfiant, à même de défier l'auteur au sein même de son territoire. C'est ce que Cortázar appelait un lecteur actif. Lecteur boulimique aussi, provocateur, ironique, acerbe dans ses appréciations et commentaires. Admirateur inconditionnel de Borges et de Cortázar, dire que j'ai une dette permanente envers l'œuvre de Borges et de Cortázar est une évidence. Borges est ou devrait se trouver au centre de notre canon. De même, et ça, Robert le rappelait à juste titre, parce qu'il ne faudrait pas donner cette impression de Bolaño garde chiourme,
critiquant tout le monde et n'aimant rien, on trouve dans, entre parenthèses, un vaste spectre de la littérature latino-américaine, dont beaucoup de jeunes. La liste serait très longue, mais je mettrai ça dans mon blog après, donc on pourra la voir. À peu près tous les écrivains qu'il cite valent la peine d'être lus et sont des écrivains latino-américains, c'est-à-dire qu'ils viennent de tous les pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale et du Mexique. Comme il a été dit d'ailleurs en plus, les rejets et les détestations ne peuvent être compris qu'une fois qu'on a approché un peu plus sa propre littérature. Écoutons-le, c'est mieux. La littérature est plutôt du côté de l'informe ou de l'inachèvement, comme Gombrowicz l'a dit et fait. Écrire est une affaire de devenir qui déborde de toute matière vivable ou vécue. La littérature vit à découvert, loin du gouvernement et des lois, hormis la sienne propre, que seuls les meilleurs parmi les meilleurs sont capables de transgresser. Villamatas disait que Bolaño est un écrivain de la multiplicité, un écrivain polyphonique, mais ce qui est encore plus intéressant, et ça nous permettra de comprendre une partie de cette détestation, se tenant loin des caractéristiques habituellement associées aux auteurs latino-américains. L'engagement politique ouvertement présent dans l'œuvre, le réalisme magique, l'exotisme baroque, les feuilletons urbains, etc. Donc rien à voir avec l'establishment littéraire, avec les nobelisables et Nobel, les académiciens, etc., etc. Ou alors avec ce que Bolaño appelle carrément les médiocres, et là il tape fort, je me garderai bien de dire ce qu'il dit, Isabel Allende, l'espagnol Arturo Pérez Reverte, et comme c'était aussi un lusophone distingué, les Brésiliens Paulo Coelho et Nelly Dapignon, qui en prennent également pour leur grade, de manière absolument extraordinaire. Et en même temps, et il n'y a pas contestation, le Mexicain Jorge Volpi voit Bolaño comme le dernier écrivain qui incarne une idée d'ensemble dans les lettres latino-américaines, par-delà les frontières nationales, précisément dans la mesure où il s'agit d'une recherche sur les origines et les devenirs de personnages nomades qui en parcourent les étendues. Dans la même interview que j'avais évoquée, lorsque Monica Marstein lui demande « Vous êtes chilien, espagnol, mexicain ?» Bolaño répond « Je suis latino-américain ». Comme Antonio l'a évoqué, les amis littéraires de Bolaño lui ont bien rendu ses appréciations et son hommage, puisqu'il est pratiquement personnage des soldats de Salamine, de Javier Cercas, et que Jorge Volpi lui rend hommage clairement dans La fin de la folie. C'est une littérature qui à la fois dénonce, transfigure et raille la réalité en s'y collotant en permanence. Enfin, en espagnol, il y a une critique chilienne qui a dit « seguir peleando ». Donc se frotte au quotidien dans le sens que lui donne Cortázar. Cortázar disait que le quotidien, c'est ce qui est vomi, ressenti, insupportable à jamais. Mais en même temps, sa réalité est aussi celle de Borges, cette chose ambiguë, fuyante et contradictoire, avec une ironie typiquement borgesienne. Borges disait de la réalité que c'est une image de nous-mêmes qui surgit dans tous les miroirs, simulacre qui existe grâce à nous, qui suit nos mouvements, gesticule et s'en va, mais à la recherche duquel il suffit d'aller pour aussitôt le retrouver. Fin connaisseur aussi de la littérature mondiale, et en particulier, Roberto en parlait en privé pendant la pause, de la poésie française, de toutes les époques, et on a un exemple qui est maladie plus littérature égale maladie, vous avez tout à fait raison. Dans une oasis, on peut boire, manger, soigner ses blessures, se reposer, mais si l'oasis est celle de l'horreur, le voyageur pourra confirmer de manière crédible cette fois que la chair est triste, qu'un jour finit par arriver où tous les livres sont lus et que voyager est un mirage.
dans le même texte, qui est un texte superbe, on a envie de le lire en entier, mais c'est pas possible. Bolaño cite un vers de Pessoa. Pour les pratiquants des langues ibérophones, ce vers est encore plus beau que dans la traduction française parce qu'il y a une richesse sémantique qui ne passe pas en français. En portugais, c'est navegar é preciso, viver não é preciso. Donc le mot précis a deux sens. Bon. Et il parle de Baudelaire, il cite une strophe entière du voyage de Baudelaire, dont le dernier vers d'ailleurs est l'ouverture de 2666, une oasis d'horreur dans un désert de nuit. Et il parle beaucoup des 4 grands poètes du XIXe siècle français, mais je m'en tiendrai à Mallarmé. Pour Mallarmé, non seulement nos actes sont malades, mais le langage l'est aussi. Cependant que nous cherchons l'antidote ou le médicament pour nous soigner, le nouveau, ce qui ne peut se trouver que dans l'inconnu, il faut continuer à passer par le sexe, les livres et les voyages, même s'il sait qu'il nous mène à l'abîme, qui est d'ailleurs le seul endroit où l'on peut trouver l'antidote. Ça, c'est du Bolaño tout cru. Et la dernière phrase de Maladie plus littérature égale maladie, il parle de Kafka et il dit quelque chose qui me plaît beaucoup, le nouveau, ce qui a toujours été là. Donc là aussi, c'est une définition du nouveau qui me plaît tout particulièrement. Bolaño et la postérité. Alors, toute postérité étant simplification, et comme disait Valérie, la postérité c'est des cons comme nous. Oui, il l'a dit, c'est absolument exact. Bolaño, tout en s'en moquant, s'est donné peut-être un tout petit peu les moyens de construire un mythe personnel qui, selon César Aira, est indispensable, une indispensable façon de se mettre soi-même en situation de prévoir les conditions de réception de son œuvre. Dans la même interview de juillet 2013, Monica lui demande « Qu'évoque pour vous le mot posthume ?» Il est mort quelques jours après. Ça ressemble à un nom de gladiateur romain, un gladiateur invaincu, ou du moins c'est ce que veut croire le pauvre posthume pour se donner du courage. Donc en même temps que Bolaño se donne les moyens de créer ce mythe personnel, mythe qui est d'ailleurs celui de tous les écrivains qu'il a inventés, on ne sait pas ce qu'ils ont écrit. Ni Cesare Tinajero, ni von Archimboldi, ni Carlos Wider, qui écrit des poèmes avec son avion dans le ciel, qui s'efface automatiquement. Voilà. Et en même temps, l'écrivain est souvent un raté aux prétentions risibles, jamais loin de l'excès, du délire, de la folie. Écoutons Bolaño, un poète peut tout supporter, ce qui équivaut à dire qu'un homme peut tout supporter. Mais ce n'est pas vrai. Un homme ne peut supporter que peu de choses. Supporter vraiment. En revanche, un poète peut tout supporter. Nous avons grandi avec cette conviction. Le premier énoncé est juste, mais il mène à la folie, à la ruine et à la mort. Je vous recommande, dans Appel téléphonique, un récit magnifique qui s'appelle Henri-Simon le Prince. Vous allez comprendre mieux ce que Bolaño voulait dire. Quelle est la patrie de Bolaño et quelle est la patrie de l'écrivain? Eh bien, il n'y en a pas. Mais il est vrai aussi que la patrie d'un écrivain n'est pas seulement sa langue, mais les gens qu'il aime. Et parfois, la patrie d'un écrivain, ce n'est pas les gens qu'il aime, mais leurs souvenirs. Et d'autres fois, la seule patrie d'un écrivain est sa loyauté et son courage. En réalité, les patries d'un écrivain peuvent être nombreuses, mais le passeport ne peut être qu'unique. Et ce passeport est évidemment celui de la qualité de l'écriture. Là, je vais aborder très rapidement, j'arrive à la fin, un sujet un tout petit peu polémique, qui a été effleuré par Antonio. Villa Matas mettait en parallèle, bien sûr, les détectives sauvages et Marel, mais sa phrase exacte est un peu plus compliquée. Bolaño classe l'affaire historique et géniale de Marel avec les détectives sauvages. Donc,
Donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette affirmation. Pour moi, Bolaño se situe dans le prolongement et pas dans l'opposition au modernisme. Bolaño n'est pour moi en rien postmoderne. Ce que m'ont confirmé deux grands postmodernes dans des conversations privées mais avec des témoins. On veut des noms. Oui, ben je vais vous les donner. Julián Ríos a été interviewé, je crois que c'était il y a 3 ans, au 104. C'était une rencontre avec, où le modérateur était Jakuta Alikavazovic, très talentueuse écrivaine française. Et quand il a terminé, je lui ai dit, c'est très beau, et vous parlez magnifiquement de tant d'écrivains de langue espagnole, mais à mon sens, je n'ai pas lu une ligne sur Bolaño. Il m'a dit, mais oui, je vais vous dire la vérité de ce que je pense. C'est barbare, sans goût. Bolaño écrit très très mal. Et d'ailleurs, je reviens d'Allemagne où j'ai été extrêmement heureux de voir une critique allemande qui avait la même opinion que moi. Et quelques mois plus tard, dans une librairie concurrente mais excellente, dont je ne vais pas donner le nom du 20e, il y a eu une rencontre avec les écrivains mutants espagnols, plus jeunes, et j'ai eu une conversation privée en buvant du vin avec Juan Francisco Ferré, qui lui aussi m'a dit, bah, Bolaño, vous savez, c'est pas vraiment ma tasse de thé, c'est bon, c'est pas, enfin, c'est un peu daté, c'est un peu du passé, c'est voilà. Bolaño affirme la conviction d'avoir traversé, ça c'est citation, une partie durable de l'enfer avec la certitude aussi, la vieille et diffamée et magnifique certitude des Lumières, que l'être humain mérite d'être sauvé, même si souvent il ne l'est pas. Il dit ça à propos de Günter Grass et de son livre Le siècle, c'est dans entre parenthèses. Alors que l'entreprise de rachat, de rédemption, de salut paraît très difficile chez Bolaño. Toujours dans la même interview, Monica lui demande « Peut-on sauver le monde ?» Et à Bolaño de dire « Le monde est vivant et rien de vivant ne peut être sauvé et c'est là notre destin. » Mais, et Antonio et Robert s'en souviendront sans doute très bien, et d'autres peut-être aussi, il y a dans Les Putains meurtrières un récit magnifique sur le rachat. Ça s'appelle Jour de 1978. Des personnages désignés par leurs initiales, donc B rencontre à Barcelone U, réfugié chilien comme lui, est totalement désespéré. Donc à un moment donné du récit, B raconte à U un film, alors que U avait tenté de se suicider le matin du même jour. Donc vous voyez, la situation était quand même assez délicate. B se rend compte qu'en fait c'est à lui-même qu'il s'est raconté le film. Et au fur et à mesure que le film est raconté, on se rend compte que le film c'est Andrei Roublev de Tarkovsky, hein, et l'on sent un partage fort, une expérience commune, alors que tout semblait séparer l'écrivain chilien en exil et le cinéaste russe en rupture avec le réalisme socialiste et ennuyé par la censure. C'est pour moi la preuve que la transmission brisée peut se rétablir au gré d'une rencontre, du hasard des chemins, qu'il peut y avoir au commencement après la destruction, que même sur les ruines on peut apprendre à saluer la beauté, comme le disait notre adolescent absolu de Charleville. Donc la quête peut ne pas aboutir, elle peut même se fourvoyer, elle n'est pas totalement vaine. Ce qui n'a pas empêché U de se suicider quelques jours plus tard à Paris, mais sinon ça n'aurait pas été Bolaño. Bolaño termine Les Détectives sauvages par la phrase « Qu'est-ce qu'il y a derrière la fenêtre ?» Eh bien, le réel, peut-être, le réel avec un R majuscule, le réel quand ça cogne, comme disait Lacan. Hein. C'est-à-dire ce qu'il y a derrière l'apparence, derrière le double fond, une fois qu'on a bien gratté la surface, là où on accède quand on traverse les données immédiates. Et l'on arrive à la fin au récit photo du même recueil, Les Putains meurtrières. Arturo Belano, l'alter ego de Bolaño, est seul et perdu en Afrique, avec entre ses mains un album de photos où, dit Bolaño, la poésie de langue française se commémore elle-même.
L'ouvrage s'appelle La poésie de langue française depuis 1945 et il y a tous les poètes francophones dans le monde. Donc des noms, des visages, des bouts de biographie, des citations lus et regardés avec ironie, admiration, complicité et mélancolie. Et le désert de tous les côtés. Donc on a l'approche de la mort et le livre enfin réunis. J'ai noté que parmi les poètes français cités, il y a Gérald Neveu qui s'est suicidé, Jean-Philippe Salabreuil qui s'est suicidé, et Dominique Tron, notre plus précoce poète, dont personne, sauf moi et peut-être Roberto, ne se souvient. Il est toujours vivant, mais Dominique Tron, publié par Aragon, 15 ans, stéréophonie extraordinaire. Personne ne s'en souvient, mais Bolano s'en souvient. Et voilà la fin, mais le temps et sa lointaine souveraine peuvent être également un soupir, pense Bolagno, pendant qu'il regarde les oiseaux accrochés aux branches, silhouette sur la ligne d'horizon, un électrocardiogramme qui agite les ailes en attendant la mort, ma mort, pense Bellano. Puis il reste un long moment les yeux fermés, et quand il les ouvre, les oiseaux sont là. L'électrocardiogramme tremblant sur la ligne de l'horizon est là. Et alors Bellano ferme le livre et se lève sans lâcher le livre, reconnaissant, et commence à marcher vers l'ouest, vers la côte, avec le livre des poètes de langue française sous le bras, et sa pensée file plus rapidement que ses pas à travers la jungle et le désert du Libéria. Bien plus tard, dans un autre livre, Bolagno a évoqué, dans un incroyable jeu de miroir, son avatar. J'ai rêvé que dans un cimetière oublié d'Afrique, je trouvais la tombe d'un ami dont je ne pouvais plus me rappeler le visage. C'est dans 3. Et moi, je suis certain qu'un jour prochain, un jeune écrivain se mettra à écrire un livre où un ou des personnages partiront en quête du tombeau d'Arturo Bellano sur ses traces. Parce que si nous ne sommes rien, engoncés qu'on est dans notre finitude, la littérature est plus grande que nous. Et qu'elle continue parce qu'elle est, comme le disait un autre grand parmi les grands qui est mort un an plus vieux que Bolagno et bien avant, parce qu'elle est la vraie vie, la vie enfin découverte et éclairée, la seule par conséquent réellement vécue. Merci. Enfin, par exemple, je vais pas parler de choses aussi tragiques que le mal. Hein. Mais moi, ce qui m'intéressait, enfin, ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à le traduire, et ça continuait tout le long, c'est la relation qu'il y avait entre les diverses parties de l'œuvre. Par exemple, photo, et, ça vient directement d'un épisode de Des Dérives sauvages. C'est-à-dire que, en fait, alors, je suis d'accord que Bolagno avait un souci, ou peut-être une incapacité, mais enfin, en tout cas un souci de renouveler, peut-être qu'il était incapable aussi de se répéter. C'est vrai que chaque œuvre a une forme distincte, et on reconnaît Bolagno, mais on ne le reconnaît pas parce qu'il écrit les mêmes choses. Quoi. Mais moi, vu de mon côté, je pense qu'un lecteur un peu attentif et qui a lu pas forcément tout, mais une grande partie, pourrait se dire que, en réalité, Bolagno a fragmenté la parution d'une gigantesque œuvre. C'est-à-dire, sur plusieurs milliers de pages, les choses se répercutent, il y a des échos, et il y a des parodies, hein, il y a des choses qui sont dites dans un premier temps d'une manière sérieuse, qui reviennent d'une manière complètement parodique un peu plus tard. Par exemple, la tombe du poète, c'est dans 3. 3, ça a été écrit 15 ou 20 ans avant l'épisode. Hein. Et si on regarde, bon, on prend l'exemple le plus célèbre, le plus facile à trouver, enfin il y a 2 exemples célèbres, c'est dans la littérature nazie, c'est évidemment la dernière partie de la littérature qui est consacrée à Ramirez Hoffman, et qui va être reproduit, expansé en quelque sorte, dans l'Étoile distante. Dans l'Étoile distante, il y a une question d'Abel Romero, et qui va voir une prostituée, qui veut savoir si c'est la connue Vieder, c'est Hoffman qui a changé de nom. Cette prostituée va reparaître, alors je ne sais pas si dans Les Putains meurtrières,
autre part. C'est-à-dire que donc d'appel téléphonique. Et il y a une ramification intense, forte. Si vous êtes attentif, vous vous rendez compte qu'en réalité, Bolaño, alors je ne sais pas s'il avait ça en tête dès le départ, ça me semble assez improbable, mais on peut estimer que il a partagé ça parce qu'il avait besoin de publier par moment, mais c'est un peu comme 2666. Bon, le texte est inachevé, je le disais tout à l'heure, hein, il doit manquer peut-être sans doute 100 ou 150 pages pour que le texte soit achevé. Il y avait des éléments qui étaient restés en suspens dans certaines parties qui étaient résolus dans celle-là. Ben, on ne les connaîtra pas puisqu'il n'a pas laissé de traces. Hein. Donc ça, on pourrait imaginer que, par exemple, même dans un texte de littérature nazie, il y a un texte qui est donné à un écrivain, un fasciste, je crois, colombien, un texte qui s'appelle Si Dios Fuerza. Si on jette un coup d'œil sur le résumé, en fait, ça ressemble beaucoup à 2666. Ouais, c'est comme une annonce d'un projet qui va venir. Ouais. Et donc c'est écrit en 95-96. Alors 2666 a été écrit sur plusieurs années, hein, ça va de soi, c'est pas quelque chose qu'il a écrit pendant la dernière année ou ses 2 dernières années de vie. Hein. C'est un projet qui date de bien longtemps. Hein. La première, si les points de vue comme ça vous intéressent, la partie qui a été terminée la première, c'est la dernière. C'est-à-dire c'est à partir de la vie de Reiter qu'il a rétrocédé, qu'il a repris le texte avec les critiques. Hein. Au-delà des épisodes même qu'il est capable de renouveler et de reprendre, par exemple, on parle d'Amuletto tout à l'heure, par exemple, ça c'est le deuxième grand exemple connu, c'est en fait une extension d'un chapitre de 10 pages des Détectives Sauvages, hein, qui prend un souffle absolument épique, voilà, sur un roman qui va faire 180 pages. Moi je suis tout à fait d'accord avec cette idée-là, surtout que quand on regarde certaines fois dans les détails même, il y a des motifs qui reviennent, qui sont même pas spécifiquement des personnages ou des scènes ou des noms. En l'occurrence, et ça rejoint l'idée d'essayer d'être en quête de quelque chose, donc par exemple d'un crime commis et de ne pas avoir de solution derrière. En fait, il y a souvent il arrive qu'il y ait des solutions, mais elles sont adjacentes, elles sont à côté, c'est-à-dire dans Amuletto, on a à un moment donné, les personnages vont aller voir un Mac en fait, pour lesquels des putes travaillent, etc. Alors je sais plus pourquoi, peut-être pour chercher de la drogue ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est ce genre de choses. Mais sur place, il y a un jeune personnage, un jeune adolescent qui est là et qui est très très mal au point, certainement en manque. Et en fait, les personnages qui sont d'ailleurs donc des personnages Arturo Bellano, Ulises Lima, qui sont des personnages de 1166. Pour une histoire de dette. Hein. C'est pour une histoire de dette. Mais en fait, ce personnage qui est à côté de cette histoire principale, ils vont le sortir, ils vont essayer de le sortir de là. Et donc, la résolution de cette histoire de dette va passer par une espèce de résolution qui se situe juste dans le bas-côté de cette intrigue. Et ce type de schéma, par exemple, ça c'est un schéma qu'on peut retrouver dans d'autres fragments, dans d'autres passages de ces livres. Mais on n'a pas les mêmes personnages, les mêmes noms, les mêmes scènes, mais il y a comme un mécanisme d'écriture qui fait que ce sont après des schémas de construction de récits aussi qui reviennent l'un à l'autre. Et il faut savoir aussi que il écrivait d'une certaine manière, il a tenu des cahiers entiers de notes qui lui servaient à la fois de journaux et d'ébauches de fiction. Dedans, il écrivait aussi ses poèmes, justement. Et ça, malheureusement, en France, on a un petit peu du mal encore à mesurer l'importance de ce travail d'écriture, puisque le grand livre qu'il a composé, qui s'appelle La Universidad Desconocida, Université inconnue, qui est en fait un recueil de ses poésies que lui-même a composé, une anthologie, encore une fois, et qui est paru de manière posthume, nous apprend aussi, dans ses poèmes, qu'il y a des motifs, des noms, des scènes,
qui sont ensuite réutilisés, par exemple dans des nouvelles, et qui vont être réintégrés dans les grands romans, par exemple. Donc il y a vraiment un travail bulldozer comme ça de fond, tout en même temps. Je sais qu'une fois on avait évoqué tous les deux la question d'un système Bolaño, et il y a certainement un travail de cette manière, et la volonté de construire une comédie humaine, et là peut-être 2666 montre bien cet aspect-là, mais certainement pas comme le fait le système naturaliste du 19e, par exemple, avec des vraies généalogies, une cohérence et une logique, avec des chronologies précises, etc. C'est-à-dire que les livres se chevauchent les uns dans les autres. On a un point dans 2666 aussi qui fait intervenir l'héritage, la descendance des personnages des détectives sauvages. Si vous l'avez lu, vous verrez peut-être ce à quoi je pense. Ça se passe dans le désert, au milieu du désert. Mais si vous n'avez pas lu le livre, c'est une découverte assez extraordinaire pour le lecteur de voir comment, par un petit détail, Bolaño est capable de tout d'un coup faire s'accoler pratiquement 2000 pages entre elles, en lui donnant un lien ténu, alors qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Et construire ce système qui fonctionne de manière fractale, par exemple, comme c'est Frézanne qui parlait qui qualifiait l'œuvre de Bolaño de cette manière, c'est-à-dire qu'on a des épisodes qui font partie d'un schéma global, finalement, qu'on ne pourra jamais lire en entier, mais dont on a la préscience, dont on a l'intuition. Et ça, c'est vraiment propre à son œuvre, à mon avis. Il y a peu d'écrivains qui ont poussé cette volonté au bout, ou alors ils ont travaillé pendant 50 ans au même livre, et donc amené un ou deux livres pour synthétiser ça. Chez Bolaño, ce qui est merveilleux, c'est qu'on a une vingtaine de textes qui permettent de reconstituer ça, et à vrai dire, le puzzle n'est jamais complet, quoi. Et c'est par rapport à la question de la poésie, moi j'étais très ému. Alors les textes poétiques de Bolaño sont en fait c'est une poésie très concrète. Elle n'est pas rimée, elle n'est pas travaillée. C'est des aspects du quotidien. C'est une langue très simple, très très directe. Mais moi, ce que je trouvais extrêmement émouvant, c'était justement de retrouver dans cette poésie qui pouvait être écrite dans les années 80 par exemple, justement les germes de ce qu'on retrouve après dans les romans. Et un autre exemple que nous n'avons pas encore en fait en France, c'est un roman qui s'appelle Los Sinsabores del Verdadero Policía, qui est un roman à part entière, inachevé, mais à part entière, qui en fait est une espèce d'esquisse ou d'ébauche de 2666. Donc c'est un texte qu'il a dû écrire, j'imagine, aux alentours des années 95, 97 ou quelque chose comme ça. Je dirais pas que c'est une ébauche. Je pense que c'était un texte qui était en gestation. Voilà, c'est une gestation. Ouais. Qui a probablement été abandonné à un moment donné où il a dû repenser à une forme en fait. Et se mettre directement sur 2666. Voilà, ouais. Parce que les personnages apparaissent qui s'appellent comme dans 2666 mais qui ont une généalogie différente. Et donc le Archimboldi apparaît sous le nom qu'il a dans les détectives. JMG Archimboldi, et là on a un résumé d'œuvres d'Archimboldi qui ressemble beaucoup plus, qui ressemble à la littérature nazie par exemple. Et je ne sais pas si vous avez eu la curiosité il y a quelques temps, mais j'ai regardé il n'y a pas longtemps et ça a disparu, sur Wikipédia. Je ne sais pas si vous aviez jeté un coup d'œil, parce que Hans Reiter, c'est le nom le véritable nom d'Archimboldi. C'est un personnage réel. C'est un personnage réel, c'est un médecin nazi et qui a d'ailleurs fait une découverte assez importante en médecine et qui a donné son nom à la maladie qu'il a découverte, qu'il a nommée. Et il y a eu des plaintes et son nom a été retiré parce que c'était non seulement un nazi mais qu'il avait participé à des expériences qui n'étaient pas forcément morales. Et dans Wikipédia, donc, apparaissait ce Hans Reiter
et on mettait Hans Reiter, médecin nazi, a écrit sous son nom de plume Beethoven Archibaldi, et c'était une notice très longue, très élaborée, où il y avait des résumés des œuvres d'Archibaldi que Bolaño ne donne pas dans 1166. Hein. Et ça a été supprimé il y a quelque temps. Mais c'était fait par des gens qui connaissaient très bien l'œuvre et qui faisaient une sorte d'hommage, d'hommage à ce genre d'invention. En fait, ce qui est aussi absolument merveilleux dans son œuvre, à mon sens, je parlais d'empathie tout à l'heure en tant que lecteur, mais la plupart des personnages de Bolaño sont des lecteurs qui jouent justement à ce jeu de référence et de brouiller les pistes du réel et de la fiction, en fait, à constamment aussi essayer de dépatouiller les mythes qu'ils ont devant les yeux, donc de résoudre des énigmes, des crimes, enquêter sur des choses improbables, et à la fois ils participent complètement de l'élaboration du mythe. Et quand on lit Bolaño et qu'on commence à se réunir pour en discuter, on est en fait complètement plongé dans l'œuvre, puisqu'on est nous-mêmes les détectives sauvages qui cherchons la trace de la poétesse Césarea, on est nous-mêmes les universitaires de la première partie de 1666, etc. etc. Et c'est quelque chose qui fonctionne de manière assez merveilleuse et qui me semble être extrêmement malin de sa part et d'une très grande générosité pour pouvoir donner au lecteur voilà, une dose d'empathie pour se faire aspirer après par rapport à d'autres sujets et d'autres thématiques qui le hantent peut-être. Mais tu parlais de motifs et de miroirs, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais moi, il y a une brique que je n'ai réussi à encastrer nulle part. C'est un récit, à ma connaissance, c'est le seul récit où la tueuse, parce que c'est une femme, c'est une tueuse atroce, c'est le récit qui s'appelle Des putains meurtrières dans Des putains meurtrières. Donc à la fois on a le récit où le bourreau parle à la première personne, ce qui n'est pas le cas de Carlos Wider, hein. Dans Étoile distante, c'est pas lui le narrateur à aucun moment. Donc c'est une sorte de menthe religieuse, de tueuse en série, d'allégorie de la mort, je ne sais pas exactement. Et elle parle de salut, donc le salut entre guillemets, donc le salut qu'elle apporte avec son couteau. Et ça c'est un motif. Je ne l'ai rencontré nulle part. C'est une sorte de chose qui n'a pas été reprise. Donc j'aimerais savoir ce que vous en pensiez, parce que c'est très beau. Hein. C'est l'une des plus belles sur le plan de l'écriture. Je sais maintenant que nous nous sommes trouvés et que tu es le prince véhément et moi je suis la princesse inclémente. Donc c'est au moment où il va être torturé et tué. Donc où est-ce que vous voyez, ou d'autres Bolaniens dans la salle, hein, où est-ce que vous voyez cette brique-là? Est-ce qu'elle est vraiment isolée? Et à quoi de quoi elle nous parle? À quoi elle fait appel? Enfin, à votre sens. Moi, c'était un texte que j'ai eu du mal à saisir, mais je le mets en relation avec la mort finale de la poète Césarea Tinajero. Je pense qu'il y a là quelque chose qui ressemble à un sacrifice, quoi. Il y a quelque chose qui est lié un peu. Alors moi je suis pas très fan de Girard, mais il y a quelque chose comme ça. On sacrifie quelqu'un. Oui, Max, le jeune qui est sacrifié, effectivement. Moi, il me semble qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est un texte qui est énigmatique. Parce que pour moi, ça a été une énigme totale. Beau, mais... Il y a beaucoup d'énigmes, en fait, dans son œuvre aussi, donc il faut lui laisser le privilège de garder ses zones d'ombre. Enfin, je pense que peut-être que... je pense pas qu'il ait une conscience non plus globale de tout ce qu'il faisait. Non, oui, mais au sens que son travail d'écriture justement est tellement excessif et énorme qu'il y a beaucoup de pistes avancées, abandonnées au fur et à mesure des années. Et voilà, peut-être ça peut s'expliquer par un chemin
de composition, de motifs qu'il avait en tête, d'idées d'histoire qu'il voulait donner, et puis tout d'un coup ça s'arrête parce qu'il voit un cul-de-sac où ça ne lui inspire pas de continuation. Je pense qu'il y a probablement de ça, mais des exemples comme ça, je pense qu'on peut en trouver en fait beaucoup. Ce qu'il y a, c'est qu'il est plus facile de voir des liens, et comme il y a beaucoup de liens, si on en trouve 20, 30, 50, on a l'impression que tout est lié, mais la toile est beaucoup plus vaste, et en fait il y a certainement beaucoup plus de cul-de-sac que de nœuds dans son œuvre. Mais c'est fascinant de voir comment cette composition se construit, certainement, quoi. Je vous propose, parce que leur temps, mais c'est vrai qu'on pourrait parler de l'œuvre de Bolaño de façon infinie, d'abord remercier beaucoup nos invités, continuer la discussion autour d'un verre, n'hésitez pas à parler avec eux. J'ai juste une dernière remarque. Non, mais c'est très court. J'avais prévu de lire quelque chose, mais bon, on va pas le faire. Mais par contre, j'ai pris les devants, je vais imprimer le texte. Donc voilà, parce que c'était aussi une soirée hommage et que il était important de rendre hommage au travail de Bolaño. Je me suis fendu d'un semblant de traduction des extraits du manifeste infraréaliste. J'en ai imprimé une 40aine d'exemplaires. Alors voilà, ça se distribue, vous le récupérez là-bas. Vous pouvez en faire une boulette et le jeter par la fenêtre. C'est un des effets de Bolaño. Hein. Il a réinventé les infraréalistes, qui étaient complètement des gens oubliés, personne ne connaissait. Hein. Voilà, merci. Merci pour votre patience et pour votre écoute.